Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et nous allons aujourd'hui encore revenir sur une actualité que nous traitons depuis plusieurs semaines. C'est la nouvelle version du label ISR. Après avoir suivi les évolutions jusqu'aux recommandations du comité du label ISR, nous avons décrypté ensemble le communiqué de presse de Bercy sur le nouveau label ISR à venir. Et puis la semaine dernière, le référentiel du nouveau label ISR a été publié et nous le décryptons aujourd'hui avec Jean-Baptiste Morel. Bonjour Jean-Baptiste Morel. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de la recherche ESG chez Arkea IS. Alors le référentiel a été publié. Il est effectivement volumineux puisqu'ensuite on va essayer de comprendre via ce référentiel si on rentre ou non dans les cordes du label ISR. Et la première chose qu'on peut dire, c'est effectivement qu'il est en phase avec ce qui avait été annoncé par Bercy quelques semaines avant. Il y aura à présent une exclusion des énergies fossiles et des hydrocarbures. Exactement, il y a finalement assez peu de différence entre ce qui avait été présenté cet été. Dans ce que nous avait dit le ministre Bruno Le Maire, il parlait effectivement d'exclusion du pétrole. C'est bien ce qu'on va retrouver dans le label, dans cette nouvelle version, cette V3 du label ISR, qui sera applicable à partir de mars prochain pour tous les nouveaux fonds labellisés. Pour vous qui avez dû suivre ça quand même de près, que ce soit les recommandations du comité, puis ensuite effectivement les annonces jusqu'à la publication officielle du label, qu'est-ce qu'on retient maintenant de ce référentiel? Comment est-ce qu'on utilise cet outil? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui ont évolué entre ce qu'on aurait pu attendre il y a quelques mois et ce qu'on a aujourd'hui, effectivement, dans le référentiel? Alors, l'enfer se cache toujours dans les détails. D'accord. Donc, effectivement, il y a évidemment des petites choses qui ont changé. Ce qu'on va vraiment retenir, c'est d'une part l'augmentation du taux de sélectivité. D'accord. Progressivement, on va passer de 20 à 30% par rapport à un univers de départ. À propos d'univers, le label précise vraiment ce que doit être l'univers de départ. D'accord. Donc, il faut qu'on compare le fonds avec un univers d'un point de vue des secteurs d'activité, de la capitalisation des entreprises ou des géographies. Après, reste encore heureusement un petit peu de liberté à chaque société de gestion pour proposer des univers. Parce qu'on est sur une approche best in class, c'est ça? Ou best in universe pour le coup? On reste sur une approche best in class, donc on garde ce niveau de sélectivité avec toujours des approches soit en exclusion, soit en sélectivité. Donc on va battre une note moyenne ou alors on va exclure une partie de l'univers. Par contre, ce qui est rajouté dorénavant, c'est d'une part certaines exclusions, typiquement le pétrole, mais également le charbon, le tabac, qui n'était pas exclu précédemment. Bien sûr. Il y a également un point sur tout ce qui est enjeu climatique, avec un suivi spécifique, vraiment une vigilance renforcée sur des secteurs à enjeu. Il va falloir s'assurer que ces secteurs s'intègrent dans une transition environnementale en lien avec l'accord de Paris, qu'ils ont vraiment des politiques, des moyens qui sont mis en face, etc., qu'on puisse faire de l'engagement. Et le dernier point, c'est la notion de double matérialité, puisqu'on va devoir également prendre en compte les impacts négatifs, les principaux impacts négatifs, donc ceux de SFDR, qui vont devoir être mesurés et suivis dans le cadre des fonds du label pour avoir cette double matérialité qui est recherchée. Alors, on pourra revenir sur chacun des points, mais tout ça, on le savait finalement depuis quelques semaines, quelques mois, on pouvait s'y préparer. Vous disiez le diable ou l'enfer se cache dans les détails, ou est-ce qu'il y a effectivement des surprises? Des surprises, par exemple, c'est qu'effectivement, on exclut le pétrole, les entreprises qui vont faire de l'extraction pétrolière, mais sur les parapétroliers, par exemple, c'est pas évident. D'accord. Donc potentiellement, ce sera peut-être une nouvelle classe d'actifs qui va être attrayante pour les... Ça veut dire qu'on peut avoir un chiffre d'affaires en lien avec l'activité pétrolière sans être exclu parce qu'on est parapétrolier et non pétrolier? A priori, c'est ce qu'on peut lire dans le référentiel du label. Enfin, c'est ce qu'on lit entre les lignes en tout cas. Bien sûr. Comme autre surprise, je dirais, il y a je parlais des plans de transition. Il va falloir que l'on ait 15%, alors c'est un petit peu technique, mais 15% des émetteurs des secteurs à enjeu sur chacun des portefeuilles qui soient alignés avec l'accord de Paris. D'accord. Il faut que les sociétés de gestion s'assurent de l'existence de plans de transition avec des objectifs concrets, avec des moyens, etc. Plan de transition réalisé au niveau des entreprises que l'on peut suivre dans le temps, effectivement, de manière précise, et il faut qu'il soit aligné avec les accords de Paris. Exactement. À voir si on parle de 1,5 degré, nettement en dessous de 2 degrés, c'est pas forcément précisé. L'autre point, c'est qu'en plus, il va falloir faire de l'engagement avec les entreprises de ces secteurs en jeu pour aller jusqu'à un ratio de 35%, donc 15 plus 20% d'engagement. D'accord. Ce qui est une charge de travail potentiellement énorme pour les sociétés de gestion. Et c'est là où on va aussi avoir un enjeu pour les
sociétés de gestion, notamment celles de petite taille, qui vont avoir des besoins d'avoir des moyens, aussi bien en termes de données, mais des moyens humains pour faire de l'engagement avec ces sociétés. Alors justement, c'est intéressant de se demander quel impact aura ce nouveau label ISR pour les fonds ou les sociétés de gestion qui avaient des fonds labellisés ISR. Il y a une étude de Morningstar qui dit que 45% des fonds labellisés ISR à l'heure actuelle pourraient être concernés par le sujet d'exclusion, notamment des énergies fossiles. Alors, si on regarde en volume, après, ça pèse moins lourd qu'effectivement que les 45% annoncés, mais concrètement, ça va changer beaucoup de choses pour conserver ce label ISR pour les sociétés de gestion? Alors, ça change beaucoup de choses en termes de processus d'investissement, de processus de notation. Ça va pouvoir être très impactant. Le risque, c'est que ce soit aussi très impactant en termes de stratégie d'investissement et véritablement de processus d'investissement. D'accord. Et c'est pas tant la difficulté. Finalement, on a beaucoup parlé de Total pour ne pas les citer, parce que c'est, je dirais, c'est une sorte de totem qu'il peut y avoir dans certains fonds. Il n'y a pas tant que ça d'émetteurs qui vont être concernés. En revanche, les éléments dont je parlais il y a un instant concernant les secteurs en jeu, ça peut être très impactant en termes de processus et très compliqué d'y arriver. Et c'est là où finalement, quand on superpose, je dirais, les couches de contraintes, on peut arriver à une sorte de biais qui fait que pour certains fonds, pour certaines stratégies de gestion, ça va être compliqué de pouvoir atteindre le label. Parce que les secteurs en jeu aujourd'hui sont définis. Ils sont définis, mais ils sont. Le sujet, ça va être de trouver les entreprises. Les secteurs en jeu, on parle aussi bien des secteurs du transport, du bâtiment, secteur de l'énergie. Il y a une liste qui est vraiment officielle, pour le coup, qui est fixée par la réglementation européenne. Mais c'est extrêmement important en termes de secteurs qui peuvent être concernés. Et l'autre point aussi, et c'est un petit peu un regret, c'est que le traitement des obligations vertes, des green bonds, bien sûr. Qui ne sont pas considérés en tant que tels, c'est-à-dire qu'un émetteur de green bond, s'il est dans un secteur exclu, l'entreprise sera exclue, même s'il s'agit d'un financement qui est vraiment fait pour financer un projet vert et pour accompagner la transition. Et je dirais plus largement sur ce label, ce qui est un petit peu dommage, c'est que finalement, il manquait certaines couches d'obligations de résultat. On en a déjà parlé. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'a été introduit également la double matérialité, pour regarder effectivement l'impact de l'activité économique d'une entreprise sur l'environnement, par exemple. Mais c'est un petit peu négatif. Ce que vous regrettez. Ce que je regrette, c'est qu'on regarde l'impact sur le côté PAI, donc les impacts un petit peu négatifs. Bien sûr. En revanche, tout ce qui va concerner la part verte, au sens de la taxonomie européenne, n'est absolument pas intégré. Ni les notions d'investissement responsable l'investissement durable qu'on avait eu avec SFDR. Alors même que ce peut être une obligation des contraintes de gestion pour certains fonds. Mais il y a par contre cette vérification peut-être des plans de transition des entreprises, donc en lien avec les accords de Paris. Quand on est un fonds, c'est facile. On a les métriques aujourd'hui pour déterminer si effectivement le plan de transition d'une entreprise va dans la ligne des accords de Paris ou au contraire sort des accords de Paris. Alors, il existe différents référentiels, là encore, pour s'assurer qu'une entreprise soit ou non en ligne avec l'accord de Paris. Néanmoins, il n'y a pas une certification. D'accord. Même il y a typiquement une certification qui s'appelle SBTI, donc les entreprises déposent leur plan de transition auprès de cet organisme, qui est un organisme onusien, qui est certifié. Néanmoins, on a les objectifs dans SBTI, on n'a pas les moyens, donc ce ne sera pas suffisant vis-à-vis du label. Donc il va falloir avoir beaucoup de données, beaucoup d'études, et donc ça va prendre du temps, de l'argent à mettre en place dans le cadre du suivi de ces fonds. Je vous propose, Jean-Baptiste Morel, de revenir nous en parler en 2024, puisque nous arrivons à la fin de l'année 2023, essayer de comprendre un petit peu comment on met tout cela en place. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Baptiste Morel, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche ESG chez Arkéa IS. Merci beaucoup, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.